Правління Річарда III було відзначено недовірою і невдоволенням з боку колишніх союзників Йорків. Тим часом уціліла ланкастерська фракція реорганізувалася навколо дворянина, засланого у Францію, Генріха Тюдора, позашлюбного нащадка дому Ланкастерів. Заручившись підтримкою незадоволених вельмож і іноземним фінансуванням, Генріх вторгся в Англію в 1485 році. Річард вийшов йому назустріч у битві на Босворт-Філд. Протистояння було коротким, але рішучим. Річард особисто брав участь у бойових діях, намагаючись вбити Генріха і закінчити війну одним ударом. Він потрапив в оточення і загинув на полі бою. Його тіло, вкрите ранами, знайшли в багнюці. Він був останнім англійським королем, який загинув у бою. Перемога Генріха Тюдора поклала край війні Червоної та Білої троянд. Був коронований Генріхом VII, засновником династії Тюдорів. Щоб закріпити примирення, він одружився на Єлизаветі Йоркській, символічно об'єднавши дві троянди в одну – троянду Тюдорів, білу і червону переплетені. Зі сходженням на престол Генріха VII феодальна Англія, позначена громадянськими війнами, поступилася місцем новому централізованому ладу, де посилилася королівська влада і почався перехід до сучасної держави. Закінчення війни Червоної та Білої троянд не тільки ознаменувало кінець династичного конфлікту, але і остаточне завершення середньовіччя в Англії, що відкрилося шлях до утвердження сильної національної монархії та настання нової епохи. Les origines de la Grande-Bretagne, Celtes, druides et tribus anciennes. Bien avant que le nom d'Angleterre n'existe, l'île de Grande-Bretagne était un territoire couvert de forêts denses, de collines enveloppées de brumes et de vastes rivières qui servaient de routes sacrées. Il y a eu des tribus qui n'ont pas laissé de villes de marbre ou d'empires de pierre, mais des cercles de monolithes alignés avec les étoiles, tumulus et rites mystérieux pratiqués à ciel ouvert. Ces gens que les historiens gréco-romains appelleraient des Bretons, mais ils se reconnaissaient comme des clans, unis par le sang, la terre et les dieux invisibles qui habitaient dans les arbres et les eaux. Leurs langues appartenaient au tronc celtique, leur mémoire était orale et leurs symboles profondément spirituels. L'île était peuplée depuis le Paléolithique, mais c'était à l'âge du fer, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque les tribus celtiques ont commencé à s'installer définitivement, ils sont venus du continent européen, probablement des régions qui correspondent aujourd'hui à la France et à l'Allemagne, se déplaçant progressivement vers l'ouest sous l'impulsion d'autres vagues migratoires. Ils ne sont pas entrés en tant que peuple unique, mais en tant que plusieurs tribus, parmi lesquelles les Iceni, les Trinovantes, les Brigantes et les Catouvelaunos. Chacun occupait un territoire délimité par des rivières ou des collines, gouverné par des chefs guerriers dont l'autorité dépendait à la fois de la lignée et de leur capacité à protéger leur peuple. Contrairement aux civilisations méditerranéennes, les Celtes n'ont pas construit de grandes villes. Leurs colonies étaient appelées oppida et étaient des forteresses sur les collines entourées de palissades en bois ou de murs de terre. Ils abritaient non seulement la population pendant les conflits, mais servaient également de centre de commerce et de rituels. La richesse se mesurait en bétail, en armes finement décorées ou en bijoux en or et en émail. Leur société était divisée en 3 ordres: les guerriers, chargés de défendre le territoire, les druides, détenteurs de connaissances religieuses et juridiques, et le peuple ordinaire dédié à l'agriculture, à la métallurgie et au commerce. Cette division n'était pas seulement fonctionnelle, mais sacrée, puisque chaque groupe représentait un aspect de l'ordre du monde. La religion celtique s'est développée en dehors des temples permanents. Leurs lieux sacrés étaient des clairières forestières, des lacs et des rivières, où l'on offrait des armes, des bijoux et parfois des sacrifices humains. Le dieu principal était Lugh, seigneur de la lumière et de l'artisanat, bien que d'autres dieux tels que Cernunnos, le dieu des cerfs, et Taranis, 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 le dieu des cerfs,
et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, et Taranis le dieu des cerfs, dieu du tonnerre, est occupé une place centrale dans leur mythologie. Il n'y avait pas de doctrine unique, mais un panthéon commun adapté à chaque tribu. Les druides agissaient en tant que prêtres, juges et gardiens de la mémoire collective. Ils n'ont pas écrit leurs connaissances, ils les ont transmises oralement, mémorisant les lois, les généalogies et les mythes au cours d'années de formation dans des forêts reculées. Les femmes avaient un rôle important dans la société celtique. Ils pouvaient hériter de terres, diriger des tribus et même commander des armées, comme la reine Boudica le démontrera plus tard. Les alliances matrimoniales entre les tribus étaient essentielles à la paix, bien que la guerre soit une constante. Les disputes sur les territoires de pâturage ou les routes commerciales conduisaient à des escarmouches rapides, au cours desquelles les guerriers celtes se jetaient dans la bataille dans des chars de guerre, criant furieusement en agitant leurs longues épées et leurs falcatas. Les peuples celtes ne vivèrent pas isolés. Ils maintinrent le contact avec les marchands phéniciens et grecs qui venaient sur leur rivage attirés par l'étain de Cornouailles, un métal essentiel pour la fabrication du bronze. Au fil du temps, des objets de la Méditerranée ont commencé à pénétrer, amphores à vin, céramique fine et pièces de monnaie. Ces contacts ont introduit de nouvelles idées et connaissances sur un monde au-delà de la mer, mais ils ont également attiré l'attention d'une puissance émergente, Rome. L'île que les habitants eux-mêmes appelaient Britannia a été mentionnée pour la première fois par les navigateurs grecs au IVe siècle avant notre ère. J.C. Comme un lieu lointain couvert de brume, habité par des tribus féroces et marqué par la magie des druides. Cependant, pour les Romains, la Grande-Bretagne représentait à la fois un mystère et une opportunité. Jules César a été le premier à oser traverser la Manche pour explorer l'île, en l'an 55 avant Jésus-Christ. J.C. en 400 avant Jésus-Christ. J.C. il mène une expédition de reconnaissance, rencontrant une résistance farouche de la part des Bretons. Bien qu'il n'ait pas réalisé de conquête permanente, il revint l'année suivante avec d'autres légions et obtint la soumission symbolique de certains chefs tribaux. Leur intérêt n'était pas de l'occuper, mais de démontrer l'étendue de Rome et d'avertir les tribus de la Gaule qu'aucun refuge n'était sûr. Après le départ de César, la Grande-Bretagne a continué à être divisée entre de nombreux royaumes tribaux.
Certains ont commencé à adopter des éléments romains établissant des alliances commerciales avec le continent. D'autres se regroupèrent dans des confédérations défensives, craignant une future invasion. Les druides, qui ont conservé une grande influence spirituelle et politique, sont devenus les défenseurs de l'identité britannique face à la romanisation croissante. Dans leur sanctuaire forestier de l'île de Mona, l'actuel Anglesey, ils ont conservé des cérémonies et des prophéties qui parlaient d'une lutte inévitable entre les peuples libres et l'Empire du Sud. Pendant ce temps, la structure sociale celtique a évolué. Les rois ont commencé à émettre des pièces d'or avec leurs propres symboles, indiquant une économie complexe et hiérarchisée. Certaines tribus ont construit des fortifications monumentales telles que Maiden Castle ou Danebury, se préparant à une guerre à grande échelle. Sur le plan spirituel, les prophéties des druides ont gagné en importance, annonçant l'arrivée d'une puissance étrangère qui changerait à jamais le destin de l'île. Le paysage sacré de la Grande-Bretagne était déjà marqué par des monuments millénaires. Stonehenge, bien qu'érigé des milliers d'années avant l'arrivée des Celtes, était encore un centre de pouvoir rituel. Les druides la considéraient comme un pont entre le monde des vivants et celui des dieux, aligné avec les solstices et les chemins du soleil. D'autres sites tels qu'Avebury et Silbury Hill ont démontré la profondeur spirituelle de la terre, où chaque pierre et monticule avait un but cérémoniel. Au 1er siècle de notre ère, la Grande-Bretagne était un patchwork de tribus guerrières, d'anciennes religions et de prophéties. Chaque clan défendait son territoire avec fierté, mais tous partageaient la certitude que le monde était en train de changer. Au-delà du canal, l'Empire romain atteignait son apogée, s'étendant comme une tempête implacable. Les dieux ancestraux regardaient en silence les aigles de l'Empire se préparaient à traverser à nouveau la mer, annonçant la fin d'une ère ancienne et le début d'une nouvelle histoire pour l'île de Grande-Bretagne. La conquête romaine de la Grande-Bretagne. Lorsque l'empereur Claude est monté sur le trône de Rome en 41 après Jésus-Christ, au 1er siècle avant Jésus-Christ, J.C., l'Empire traversait une phase de transition. Les généraux vétérans doutaient de leur force. Le Sénat le considérait comme un dirigeant imposé par la garde prétorienne plutôt que par la volonté du peuple. Pour consolider son autorité, Claude avait besoin d'une conquête qui évoquerait la grandeur de Jules César et placerait son nom aux côtés de celui des grands empereurs. La Grande-Bretagne, cette île enveloppée de brouillard au nord du monde connu, offrait l'occasion parfaite. Les Romains avaient déjà essayé de pénétrer sur leur territoire des décennies auparavant. Jules César traverse la Manche en 55 avant Jésus-Christ. J.C., avec un corps expéditionnaire, battant quelques tribus côtières, mais se retirant sans annexer l'île. En 54 avant Jésus-Christ. J.C. Il eut plus de succès, obtenant de certains rois britanniques qu'ils offraient un tribut à Rome. Cependant, les légions ne sont pas restées. La Grande-Bretagne est restée un monde étranger, en marge de l'ordre romain, un royaume de druides, de tribus guerrières et de rois qui changeaient d'allégeance à leur guise. Vers l'an 43 après Jésus-Christ, les circonstances étaient différentes. Rome contrôlait toute la Gaule et les contacts avec la Grande-Bretagne s'étaient développés. Certains rois tribaux commerçaient avec l'Empire, important du vin, de la poterie et des pièces de monnaie romaine. D'autres, en revanche, avaient peur de l'influence étrangère croissante. L'élément déclencheur de l'invasion fut une crise interne. Verica, roi des Atrébates et allié de Rome, fut destitué par la tribu des Catuvéloniens. Il s'enfuit sur le continent et demanda de l'aide à l'empereur Claude. Cette demande offrait le prétexte parfait à une conquête à grande échelle. Au printemps de 43 après Jésus-Christ. J.C. En 400 avant Jésus-Christ. J.C. Une armée de 4 légions, soutenue par des unités auxiliaires et de la cavalerie, embarque dans le port de Boulogne-sur-Mer. On estime que 40 000 hommes ont traversé la Manche, l'une des plus grandes opérations militaires de l'époque. Le commandement initial était tenu par Aulus Plotius, un commandant expérimenté. Les légions débarquèrent sur la côte sud-est de la Grande-Bretagne, probablement à Richborough ou à Chichester, face à une coalition de tribus dirigée par Caratacus et Togodumnus, prince des Catuvelaun, déterminés à empêcher l'avancée romaine. Les tribus britanniques se sont battues courageusement et chaotiquement. Ils se jetèrent en masse contre les rangs romains, confiants dans leur férocité.
mais les légions répondirent par une discipline de fer, avançant en formation serrée, protégées par des boucliers rectangulaires et lançant leurs pilums avant de dégainer leurs courtes épées de glaive. Les premières batailles se soldent par des défaites pour les Britanniques, qui se retirent à l'intérieur des terres. Rome sécurisa chaque position en construisant des forts temporaires et des routes logistiques reliant la côte à l'intérieur, introduisant l'ordre impérial à chaque étape. Caratacco, un chef résistant, continua à s'y opposer par des tactiques de guérilla. Son frère Togodumno a été tué au combat, mais il a réussi à unifier diverses tribus contre les envahisseurs. Aulus Plautius consolida l'avance vers la Tamise. C'est alors que l'empereur Claude, avide de gloire, décida de se joindre personnellement à la campagne pour le coup final. Il traversa la Gaule, traversa la Manche et arriva en Bretagne accompagné d'éléphants de guerre, symbole de la puissance impériale. L'attaque coordonnée sur Camulodunum, la capitale du royaume ennemi, fut décisive. Les défenses britanniques n'ont pas résisté à la poussée des légions ni à la terreur causée par les animaux de guerre, inconnus des guerriers celtes. Camulodunum tomba, et Claude accepta la reddition formelle de plusieurs rois britanniques. C'est dans cette ville que fut établie la première colonie romaine permanente, Colonia Claudia Victricensis. Cet acte scelle symboliquement la conquête. La Grande-Bretagne est incorporée à l'Empire en tant que province. Avec l'assujettissement du sud-est assuré, les travaux qui allaient transformer le paysage ont commencé. Des routes droites ont été construites reliant les principaux centres du pouvoir romain. De Camulodunum à Londinium, une nouvelle ville fondée sur les rives de la Tamise. De Londinium à Verulamium, une autre colonie tentaculaire. Les voies romaines, pavées de pierres et de gravier, permettaient le déplacement rapide des troupes et le transport des marchandises. Des forteresses permanentes ont été construites, telles que Isca et Eboracum, aujourd'hui York, qui deviendront plus tard des capitales régionales. Cependant, la résistance n'était pas terminée. Caratacus continua à se battre depuis les montagnes du pays de Galles, créant une confédération de tribus hostiles. Pendant des années, il mena des embuscades contre les Romains, attaquant des garnisons isolées, en l'an 51 après Jésus-Christ, JC. Il fut finalement capturé après avoir été trahi par la reine Cartimandua des brigands. Envoyé à Rome, il fut présenté au Sénat. Loin de mendier la vie, il prononça un discours qui impressionna tellement l'empereur que Claude lui pardonna et lui permit de vivre dans la capitale impériale comme symbole de la clémence romaine. La résistance tribale s'étant affaiblie, les Romains avancèrent vers le nord et l'ouest. Cependant, la domination absolue de l'île n'a pas pu être obtenue immédiatement. Les druides, gardiens de la ferveur spirituelle et de la mémoire collective des Bretons, deviennent la principale cible de l'Empire. Depuis leur centre sacré sur l'île de Mona, ils ont mené des rites appelant à la résistance contre la domination étrangère, vers l'an 60 après Jésus-Christ, en 400 avant Jésus-Christ. JC, le gouverneur Caius Suetonius Paulinus mena une expédition pour les détruire. Les troupes traversèrent le détroit et attaquèrent les sanctuaires. Les druides ont été massacrés, des bosquets sacrés abattus et des symboles tribaux brûlés, dans le but d'éliminer la base spirituelle de la rébellion. Alors que Rome consolidait son contrôle au nord, un nouvel ennemi émergea au sud. La même année 60 après Jésus-Christ, JC, en 400 avant Jésus-Christ. Et Tse, la reine Boudica des Icénies, mena une rébellion de masse. Son mari, un allié de Rome, était mort, laissant son royaume soi-disant sous la protection impériale, mais les Romains confisquèrent ses terres et humilièrent son mari. Famille. La colère de Boudica a déchaîné une fureur sans précédent. Ses guerriers rasèrent Camulodunum, brûlèrent Londinium et Verulamium, massacrant ses habitants romains et britanniques romanisés. La rébellion a finalement été durement réprimée, laissant des dizaines de milliers de morts et assurant la domination romaine sur la région. Malgré cette résistance, la conquête romaine a transformé de manière irréversible la Grande-Bretagne. Une économie monétaire a été introduite, des aqueducs, des temples et des forums ont été construits, et le latin a été imposé comme langue d'administration. Pour de nombreux Britanniques, faire partie de l'Empire signifiait l'accès au marché, la protection militaire et une nouvelle identité impériale. Pour d'autres, c'était le début de la fin de leur monde ancestral, des dieux des forêts et des champs des druides. Sur les vestiges des anciens clans,
Rome a construit une Nouvelle-Bretagne, traversée par des routes de pierre et régie par la loi de l'aigle impérial. L'effondrement de la domination romaine et l'invasion saxonne. Pendant plus de 3 siècles, la Grande-Bretagne avait été une province de l'Empire romain, administrée par des gouverneurs, protégée par des légions et reliée au monde méditerranéen par des routes commerciales. Ces villes se sont enrichies, ces élites ont adopté l'architecture latine et romaine, et le christianisme a commencé à se répandre parmi la population. Mais au début du IVe siècle après Jésus-Christ, l'équilibre était rompu. Ce qui avait été une frontière ferme de l'Empire est devenu un territoire vulnérable, isolé et menacé de toutes parts. Rome n'avait plus la force de défendre ses frontières. La crise est profonde et l'ordre impérial commence à se dissoudre. En 367 après Jésus-Christ, la Grande-Bretagne a été frappée par une série d'attaques connues sous le nom de Grande Conspiration. Les Pictes au nord, les Écossais d'Irlande et les Saxons de la mer du Nord ont lancé des raids coordonnés, pillant les villas, détruisant les fortifications et capturant des prisonniers. Les défenses romaines s'effondrent. Les murs du mur d'Adrien ont été percés. Les villes, habituées à la protection des légions, se trouvèrent sans défense. Rome envoya des renforts, mais ils se firent de plus en plus rares. Les priorités de l'Empire s'étaient déplacées vers d'autres régions plus stratégiques du continent. Le IVe siècle fut une succession de crises. Les légions de Grande-Bretagne se révoltèrent à plusieurs reprises, proclamant des empereurs locaux qui marchaient vers le continent pour tenter de prendre le pouvoir à Rome. Chaque fois qu'une armée quittait l'île pour s'engager dans des guerres civiles, elle laissait derrière elle un territoire plus faible. Les impôts augmentaient, tandis que le commerce diminuait. Les villes commencèrent à être fortifiées non pas contre les armées étrangères, mais contre des bandes de pillards locaux et des tribus voisines. L'Empire n'était plus un bouclier, mais un souvenir. Vers Vieronderd, tient April. J.C. La situation a atteint son paroxysme. Rome était menacée par les Wisigoths d'Alaric. L'empereur Honorius, incapable d'envoyer de l'aide, répondit à un appel désespéré des autorités britanniques en leur ordonnant de se débrouiller seuls. Cette lettre a marqué la fin de la domination romaine sur l'île. Les légions se retirèrent définitivement. Les officiers impériaux quittèrent leur poste. La Grande-Bretagne, fière province de l'Empire, a été laissée seule face au chaos. Sans la domination romaine, le système s'est rapidement effondré. Les villas aristocratiques furent abandonnées ou fortifiées. Les routes se sont détériorées. Le latin a commencé à perdre du terrain au profit des langues locales. Le christianisme a survécu dans de petites communautés isolées, mais les temples romains sont tombés en ruine. Les anciennes tribus sont réapparues, maintenant sous la forme de petits royaumes indépendants se battant les uns contre les autres pour le contrôle du territoire. Les élites romano-britanniques essayaient de maintenir l'ordre, mais elles manquaient d'une armée centralisée. L'agriculture a été réduite à une économie de subsistance. La population rurale a commencé à reconstruire des structures tribales, cherchant la protection des chefs guerriers. Alors que la Grande-Bretagne plongeait dans l'instabilité, de nouvelles menaces émergeaient de la mer. Les peuples germaniques des côtes de ce qui est aujourd'hui le Danemark et le nord de l'Allemagne, connus sous le nom d'Angles, de Saxons et de Jutes, ont commencé à arriver en tant que pillards, attaquant les villages côtiers et se retirant rapidement. Mais les défenses étaient faibles, et bientôt leurs raids se sont transformés en invasions. Les Bretons, incapables de les arrêter, ont eu recours à une stratégie désespérée, engager des mercenaires saxons pour protéger le territoire en échange de terres. Cet accord initial, mentionné par des sources telles que Gildas, a marqué le début d'un changement irréversible sur l'île. Les chefs saxons ne sont pas arrivés en tant que soldats temporaires, mais en tant que colonisateurs. Ils se sont d'abord installés dans le sud-est, construisant des colonies fortifiées. Au fil du temps, ils ont exigé plus de terres. Leurs populations ont augmenté en raison de la migration continue en provenance du continent. Les tribus germaniques ne reconnaissèrent pas l'autorité des rois britanniques. Lorsqu'ils se sont sentis assez forts, ils se sont rebellés contre leurs anciens employeurs, selon des chroniques ultérieures, vers 450 après Jésus-Christ. En 400 avant Jésus-Christ. J.C., les chefs saxons Hengist et Horsa vainquirent les Bretons lors d'une bataille décisive, ouvrant la porte à une invasion généralisée. Les chroniques britanniques parlent de destruction massive. Des villages ont été incendiés, la population indigène massacrée ou réduite en esclavage.
Certains Britanniques s'enfuirent vers l'ouest, se réfugiant au pays de Galles et en Cornouailles. D'autres traversèrent la Manche pour se rendre en Armorique, où ils fondèrent le royaume de Bretagne. Les anciennes villes romaines ont été abandonnées ou sont tombées sous la domination saxonne, se transformant en nouveaux centres de pouvoir germanique. La culture romaine a presque complètement disparu. Le latin a été remplacé par les langues germaniques, donnant naissance au vieil anglais. La conquête saxonne n'a pas été une attaque unique, mais une série de vagues migratoires. Les Angles occupèrent le centre et le nord de l'île, fondant les royaumes de Northumbrie, de Stanglie et de Mercie. Les Saxons se sont installés dans le sud, donnant naissance aux royaumes de Sussex, Wessex et Essex. Les Jutes fondèrent le royaume de Kent. Chacun de ces royaumes germaniques a agi indépendamment, en concurrence l'un et l'autre pour le contrôle du territoire. Cependant, ils partageaient la même culture, guerrière, païenne et profondément différente de la tradition romano-britannique. Les structures religieuses ont également changé. Les druides avaient disparu sous la domination romaine et le christianisme était relégué dans de petites enclaves monastiques. Les Allemands ont amené avec eux leurs propres divinités, Woden, Tunor et Tiw, qui nommeront plus tard les jours de la semaine en anglais. Leurs rituels étaient pratiqués dans des forêts et des monticules, sans temple permanent. La société était organisée autour de la loyauté envers le seigneur de guerre et des liens de sang. La loi était orale, basée sur la vengeance et l'indemnisation par le Vergeld, le prix du sang. Au milieu du VIe siècle, la Grande-Bretagne n'était plus romaine. L'île avait été complètement transformée. Les anciens Bretons furent réduits à l'état de minorité aux marges de l'île, tandis que de nouveaux royaumes germaniques dominaient le centre et le sud. L'ordre romain s'était effondré non seulement politiquement, mais aussi culturellement. À sa place s'éleva un nouveau monde, forgé par le fer des guerriers saxons, alimenté par des migrations constantes et marqué par les luttes entre tribus rivales qui façonneront l'avenir de l'Angleterre. Les royaumes anglo-saxons et la formation de l'Angleterre. Avec l'effondrement définitif de la puissance romaine et l'avancée des peuples germaniques, la Grande-Bretagne cessa d'être une province impériale pour devenir un archipel politique de royaumes émergents. Ces nouveaux domaines ne sont pas nés d'une conquête unifiée, mais de l'établissement progressif de clans anglo-saxons, saxons et jutes, qui ont occupé des territoires, érigé des centres de pouvoir et commencé à se battre les uns contre les autres pour le contrôle de l'île. Cette époque, connue sous le nom d'Heptarchie, a été marquée par l'existence de 7 royaumes majeurs qui ont dominé la politique anglaise entre le VIe et IXe siècle, la Northumbrie, la Mercie, l'East Anglie, l'Essex, le Kent, le Sussex et le Wessex. Chaque royaume avait sa propre identité, ses propres dirigeants et ses propres structures sociales. Mais ils partageaient des traits communs dérivés de la culture germanique. Le pouvoir du roi ne provenait pas d'un droit divin institutionnalisé, comme cela se produirait plus tard, mais de la capacité de commander dans la bataille, de protéger son peuple et de distribuer des récompenses à ses guerriers. Le roi était suivi d'une suite militaire appelée comitatus, composée de nobles assermentés qui recevaient des terres en échange de leur loyauté. La société anglo-saxonne était organisée en villages agricoles où la richesse se mesurait en bétail et en terres arables. La loi était transmise oralement et la justice était appliquée dans des assemblées locales appelées moots. Le plus ancien royaume de l'Heptarchie était le Kent, fondé par les Jutes sous le légendaire roi Hengist. Situé au sud-est, il fut le premier à établir des contacts diplomatiques et matrimoniaux avec les Francs du continent. Leur roi, Ethelbert de Kent, épousa une princesse franque chrétienne, ce qui ouvrira la voie à l'arrivée de la mission de saint Augustin de Cantorbéry. L'East Anglie, gouvernée par les Angles de l'Est, contrôlait les routes commerciales de la mer du Nord, et il est devenu un centre culturel important. L'Essex, le Sussex et le Wessex ont été fondés par différentes branches des Saxons, chacune s'étendant progressivement de petites colonies à des territoires plus vastes. Au nord, le royaume anglo-saxon de Northumbrie est né de l'union de 2 entités précédentes, la Bernicie et Deira. Sa position stratégique lui a permis de dominer une grande partie de l'île au cours du 7e siècle. Des rois tels qu'Edwin et Oswald sont devenus des figures légendaires, combinant la guerre avec la conversion au christianisme et la fondation de monastères. Pendant un certain temps, la Northumbrie a même contrôlé des territoires au-delà du mur d'Adrien, exerçant une influence sur les Britanniques et les peuples pictes.
Cependant, le royaume qui atteindrait le plus grand pouvoir politique dans la période centrale de l'Heptarchie était la Mercie. Située au cœur de l'île, elle contrôlait les routes terrestres et les vallées fluviales du centre de l'Angleterre. Son roi le plus célèbre, Offa, a régné de 757 à 796 et a réussi à soumettre d'autres royaumes jusqu'à ce qu'il devienne le principal seigneur de l'île. Offa fit construire une fortification colossale connue sous le nom de mur d'Offa, une longue défense en terre qui séparait la Mercie des territoires gallois. Sous son règne, la Mercie établit des relations diplomatiques avec l'empire carolingien de Charlemagne, frappe des pièces de monnaie standardisées et établit une domination politique sans précédent. Le Wessex, dans le sud-ouest, a connu un développement plus progressif. Au début, c'était l'un des royaumes mineurs, constamment menacé par ses voisins. Mais sa structure dynastique lui a permis de maintenir une continuité politique. Au milieu du 8e siècle, sous le roi Inné, le Wessex promulgua un code juridique écrit, l'un des premiers en vieil anglais. Cette codification de la loi créa un précédent pour l'organisation interne et consolida l'autorité royale sur les nobles locaux. Les relations entre les royaumes de l'Heptarchie étaient complexes. Aucun d'entre eux n'a maintenu une domination permanente. L'équilibre des forces oscillait constamment. Dans les chroniques anglo-saxonnes, le terme Bretwalda est mentionné, utilisé pour désigner le roi qui, à un moment donné, exerçait la primauté sur les autres. C'était une suprématie de facto, basée sur la puissance militaire. Des rois tels qu'A.L. de Sussex, Edwin de Northumbrie, Oswald de Northumbrie et Offa de Mercie ont été reconnus comme Bretwaldas à différentes époques. Mais son autorité dépendait de sa capacité à maintenir la loyauté d'autres rois de moindre importance par le biais d'alliances, de mariages ou de conquêtes. La société anglo-saxonne a également commencé à se définir culturellement au cours de cette période. La langue vieille anglaise a commencé à se former à partir des dialectes germaniques. Les poètes de la cour récitaient de longs poèmes épiques, tels que Beowulf, qui relataient les exploits de héros légendaires. Les arts métallurgiques ont atteint un niveau élevé, comme en témoigne le trésor de Sutton Hoo, une tombe royale anglo-saxonne où l'on a trouvé un casque de cérémonie, des armes ornées et des objets en or, révélant la richesse et la sophistication de ces cours. Les influences romaines ont persisté de manière résiduelle. Certaines villas romaines ont été transformées en forteresses. Les routes impériales marquaient encore des routes stratégiques, mais l'administration romaine avait disparu. Chaque royaume anglo-saxon avait ses propres lois, armées et coutumes religieuses. Le christianisme commençait à se répandre à nouveau, en particulier dans le Kent et la Northumbrie, mais il n'y avait pas d'unité religieuse. Dans de nombreux villages, le culte de Woden et de Tunor était encore prédominant. La formation de l'Angleterre n'a pas été un processus soudain, mais une longue concurrence entre ces royaumes. Chacun cherchait l'hégémonie, mais aucun ne l'a maintenue de manière permanente pendant l'Heptarchie. La Mercie a été dominante pendant une grande partie du 8e siècle. La Northumbrie avait été ainsi au 7e siècle, et le Wessex commencerait à s'élever au 9e siècle. La géopolitique de l'île était dynamique, marquée par des guerres constantes, des alliances brisées et l'émergence de leaders charismatiques capables de changer le destin de toute une région en une seule campagne. L'arrivée du christianisme et la conversion des rois. Lorsque les Romains ont quitté la Grande-Bretagne, ils ont laissé derrière eux une foi en expansion, le christianisme. Bien que la structure ecclésiastique se soit effondrée sous le pouvoir impérial, de petites communautés de croyants ont survécu dans les parties ouest et nord de l'île. Là, loin des royaumes germaniques païens, une forme particulière de christianisme s'est épanouie, profondément influencée par la spiritualité monastique de l'Irlande. Pendant ce temps, à l'est et au sud, où les Angles et les Saxons prédominaient, le culte des dieux anciens persistait. L'affrontement entre les deux traditions religieuses déterminerait le cours de l'Angleterre future. Le christianisme celtique, avec des racines dans les monastères irlandais fondés par des personnages tels que Saint Patrick et Saint Columba, s'est étendu au nord de la Grande-Bretagne au cours du VIe siècle. Dans des endroits comme Iona et Lindisfarne ont vu le jour des centres monastiques dédiés à la pénitence, à la prière et à la préservation des textes anciens. Les moines irlandais pratiquaient un ascétisme rigoureux, combinant des éléments de la spiritualité celtique pré-chrétienne avec la doctrine chrétienne.
Ils n'étaient pas sous l'autorité directe de Rome, mais suivaient leur propre tradition liturgique et système de calcul de la date de Pâques. Pour de nombreux Britanniques et Pictes, ce christianisme représentait une continuité spirituelle avec leur passé ancestral, un pont entre le monde païen et la nouvelle foi. Pendant ce temps, sur le continent, l'Église de Rome cherchait à regagner de l'influence dans les îles perdues. Le pape Grégoire le Grand, préoccupé par la propagation du paganisme parmi les anglo-saxons, décida d'envoyer une mission évangélisatrice dirigée par le moine Augustin. En 597 après Jésus-Christ, Augustin débarqua dans le Kent, soutenu par le roi Aethelbert, qui avait épousé la princesse Franque-Berthe, une fervente chrétienne. Aethelbert régna sur l'un des royaumes les plus puissants du Sud et sa conversion aurait des conséquences considérables. Augustin a été reçu à Cantorbéry, où il a commencé son œuvre missionnaire. Le roi, bien qu'initialement réticent à abandonner les dieux ancestraux, comprenait le pouvoir politique du christianisme comme un lien avec le continent. La foi chrétienne promettait non seulement le salut spirituel, mais aussi l'accès à des alliances diplomatiques avec les chrétiens. Les royaumes francs et la faveur de Rome, Aethelbert de Kent fut baptisé, et avec lui, une grande partie de sa cour. Cantorbéry est devenu le premier centre ecclésiastique romain de l'île. De là, Augustin fonda des églises, établit des diocèses et envoya des missionnaires dans d'autres royaumes. Cependant, le christianisme ne s'est pas répandu uniformément. En Northumbrie, l'influence est d'abord venue des moines celtes d'Iona. Le roi Oswald, exilé en Irlande pendant sa jeunesse, retourna dans son royaume avec la foi irlandaise et fonda le monastère de Lindisfarne, qui devint le centre spirituel du Nord. Les moines celtes prêchaient une foi de sacrifice personnel, isolée du pouvoir politique, basée sur le pèlerinage et la contemplation. En revanche, les missionnaires romains ont promu une structure hiérarchique, centralisée, étroitement liée à l'autorité royale. Ces différences ont généré des tensions croissantes. Les chrétiens celtes utilisaient une méthode différente pour tonsure les cheveux des moines et célébraient Pâques à des dates différentes de celles établies par Rome. Derrière ces formalités apparentes se cachait une lutte pour l'autorité. L'Église anglaise doit-elle se soumettre au pape de Rome ou maintenir son indépendance conformément à la tradition irlandaise ? Les rois ont compris que le christianisme était plus qu'une religion. C'était un instrument pour consolider le pouvoir interne et obtenir une légitimité externe. Le tribunal de Northumbria devint le théâtre de ce litige. Le roi Oswiu, héritier de la foi celtique, subit la pression de sa femme, adepte du rite romain. La confrontation culmina au synode de Whitby en 664. Là, les évêques et les abbés des deux traditions ont présenté leurs arguments. Les Romains insistaient sur l'autorité de Saint-Pierre, gardien des clés du ciel, tandis que les Celtes défendaient l'antiquité de leurs rites. Finalement, le roi Oswiu se prononça en faveur de Rome, déclarant qu'il ne souhaitait pas s'opposer aux gardiens des portes du ciel. Cette décision marqua le triomphe du christianisme romain en Angleterre et la subordination de l'Église à la papauté. Dès lors, la conversion des rois s'accélère. Dans le Wessex, le roi Sinégils fut baptisé avec Oswald de Northumbrie comme parrain, créant ainsi une alliance entre les deux royaumes. En Mercie, le puissant roi Péada adopta le christianisme comme condition pour épouser une princesse northumbrienne. La foi est devenue une monnaie diplomatique. Après leur conversion, les rois légitimaient leur pouvoir en tant que représentants de Dieu sur terre, et ils recevaient le soutien des moines et des évêques qui agissaient en tant que scribes, conseillers et ambassadeurs. Les monastères se sont multipliés dans toute l'île. Ils n'étaient pas seulement des centres religieux, mais aussi des centres d'apprentissage, d'agriculture et de production artistique. Dans des endroits comme Jarrow et Wearmouth, les manuscrits ont été copiés, préservant les œuvres latines et créant leur propre chronique. De ces monastères a émergé la figure de Bède le Vénérable, moine et historien qui a écrit l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, un ouvrage qui non seulement a raconté la conversion des royaumes, mais a également consolidé l'idée d'une identité unifiée sous le christianisme. Le processus de conversion n'impliquait pas la disparition immédiate des anciennes croyances. De nombreuses pratiques ont été assimilées dans le calendrier chrétien. Les lieux sacrés ont été transformés en églises, les festivités agricoles ont été réinterprétées comme des célébrations religieuses. La christianisation des anglo-saxons était à la fois un changement spirituel et une stratégie de puissance.
Les rois ont commencé à gouverner non seulement par la force, mais par mandat divin. Et les monastères, en enregistrant des généalogies et en légitimant les lignées, sont devenus les gardiens de la mémoire nationale. Le christianisme a non seulement unifié spirituellement les royaumes anglo-saxons, mais les a reconnectés à l'Europe. L'île sortait de l'isolement de l'ère post-romaine et réentrait dans la sphère du christianisme occidental. Mais tandis que les royaumes célébraient leur nouvelle foi, des navires aux proues sculptées s'approchaient des mers du Nord. Les païens n'avaient pas disparu. Ils étaient sur le point d'arriver, et avec eux allait commencer la période la plus sombre et la plus décisive de l'histoire anglaise. Alfred le Grand, le roi qui a sauvé l'Angleterre. À la fin du IXe siècle, les royaumes anglo-saxons faisaient face à la plus grande menace de leur existence. Depuis les rives de la Baltique et les fjords de Norvège, les Vikings avaient laissé derrière eux des raids sporadiques pour entreprendre des conquêtes permanentes. Ils sont arrivés dans de grandes armées, connues sous le nom de Grande Armée païenne, accompagnées de femmes, d'artisans et de bétail, avec l'intention claire de s'installer dans les terres les plus fertiles de la Grande-Bretagne. En quelques décennies, les royaumes de Northumbrie et d'Est-Anglie sont tombés sous la domination danoise. Mercia fut démembrée. Il ne restait plus qu'un seul royaume libre, le Wessex. Sa souveraineté reposait sur un jeune roi, Alfred. Alfred monte sur le trône en 871 dans un contexte de défaite continue. Les forces danoises commandées par Guthrum n'étaient pas seulement des guerriers pillards, mais des conquérants expérimentés qui fondaient des colonies et réclamaient un tribut. La côte était aux mains de l'ennemi. Les villes avaient été assiégées et abandonnées. Il semblait inévitable que le Wessex suive le sort du reste de l'île. Cependant, Alfredo comprenait que la victoire ne dépendait pas seulement du courage militaire, mais d'une profonde transformation stratégique et politique. La première décision d'Alfredo a été de réorganiser le système défensif. Il abandonna le modèle traditionnel des armées appelées temporairement, qui répondait à l'appel du roi pour une courte période, et institua un service militaire permanent. Il divisa l'armée en deux, de sorte qu'une partie resterait toujours active tandis que l'autre retournerait sur ses terres. Avec cela, il garantissait une force constante disponible pour faire face à des attaques inattendues. Dans le même temps, il entame la construction d'un réseau de bourgs, forteresses de terre et de bois stratégiquement situées le long des rivières et des routes. Ces bourgs servaient non seulement d'abri, mais aussi de centres administratifs à partir desquels la défense était coordonnée et le contrôle territorial assuré. La deuxième réforme cruciale d'Alfred fut la création d'une flotte navale. Il comprenait que les Vikings dominaient les mers et que, pour les vaincre, il était nécessaire de les affronter sur ce terrain. Il fit construire des navires plus longs et plus hauts que les dracars scandinaves, conçus pour naviguer à la fois sur les rivières et en pleine mer. La flotte d'Alfred patrouille le long des côtes, interceptant les navires ennemis avant qu'ils ne débarquent. Cette force navale marque la naissance de la marine anglaise qui deviendra des siècles plus tard le cœur de la puissance du royaume. En l'an 878, Alfred affronta le moment décisif de son règne. Guthrum lança une attaque surprise au cours de l'hiver, cherchant à détruire le Wessex avant qu'il ne puisse rallier ses troupes. Alfred réagit rapidement, convoquant ses guerriers par des signaux de fumée et des messagers. La bataille finale a eu lieu près d'Eddington. Les sources décrivent comment les troupes anglo-saxonnes avançaient en formation serrée, imbriquant leurs boucliers, résistant à la poussée viking. À la fin des combats, les Danois furent vaincus. Guthrum se rendit et, dans le cadre de l'accord de paix, accepta le baptême chrétien, adoptant le nom d'Æthelstan. Un traité a été établi divisant l'île. Le sud et l'ouest resteraient sous la domination du Wessex, tandis que l'est et le nord seraient contrôlés par les Danois sous ce qui serait connu sous le nom de Danello. Loin de considérer cette trêve comme une fin, Alfred l'interprète comme une occasion de réorganiser le royaume. Il a initié une réforme juridique, compilant les anciennes lois et les adaptant aux temps nouveaux. Il intégrait des éléments du droit romain, des coutumes germaniques et des principes chrétiens. Leur objectif était de créer un système uniforme qui consoliderait l'autorité du roi sur les nobles et les paysans. Il renforça l'éducation, fonda des écoles pour former les fils de la noblesse et promouvit la traduction des textes latins en vieil anglais. Il participe lui-même à ce travail, traduisant des œuvres telles que l'histoire ecclésiastique de Bède. Pour Alfred, la force du royaume ne dépendait pas seulement des armes, mais aussi de la connaissance.
Sur le plan religieux, Alfredo utilisait l'Église comme un outil d'unification nationale. Il favorisa la fondation de monastères et encouragea les évêques à établir des écoles et des tribunaux ecclésiastiques. Le christianisme est devenu un symbole de résistance culturelle au paganisme viking. La conversion de Guthrum n'était pas seulement un acte spirituel, mais un message politique. Même les conquérants reconnaissaient la suprématie morale du royaume de Wessex. Les réformes militaires, juridiques, navales et religieuses d'Alfred jetèrent les bases d'un royaume unifié. Pour la première fois depuis la chute de Rome, il y avait une structure centrale forte, capable de défendre ses frontières, d'administrer la justice et de projeter sa puissance. Le concept d'Englaland, la terre des Angles, commence à prendre forme dans les documents officiels de son règne. Alfred ne se contenta pas de défendre son royaume, mais envisagea une unité politique qui surmonterait les divisions tribales et dynastiques du passé. Dans les dernières années de sa vie, Alfredo maintint la pression sur le Danelaw, sécurisant les frontières et encourageant la colonisation des zones reconquises. Il établit des colonies mixtes où les Angles christianisés et les Danois vivaient côte à côte sous la loi du roi. Cette intégration pacifique a permis l'expansion progressive de l'influence du Wessex vers le nord. À sa mort, en 899, Alfred laisse un héritage sans précédent. Ces réformes ne s'effacèrent pas avec sa mort, mais furent poursuivies par ses fils et ses fils. Petit-fils. Grâce à son leadership, le royaume de Wessex devint le noyau du futur royaume d'Angleterre. Le titre de Rex Anglo-Saxonum, c'est-à-dire roi des Anglo-Saxons, qui était utilisé par Alfred, anticipait le couronnement d'un roi sur toute l'île. Sans avoir conquis toute la Grande-Bretagne, il avait sauvé son âme politique et planté la graine d'un royaume qui, dans les générations à venir, unifierait l'île sous une seule couronne. La domination danoise et le règne de Canute le Grand. Au début du XIe siècle, l'Angleterre est à nouveau le théâtre d'une lutte décisive pour le pouvoir entre les royaumes anglo-saxons et les forces scandinaves. Les réformes militaires d'Alfred le Grand avaient freiné l'avancée viking pendant une génération, mais les héritiers danois n'avaient pas abandonné leurs ambitions. Sous la direction de rois tels que Harald Bluetooth et Sven Forkbeard, la puissance nordique s'est consolidée sur le continent et a commencé à diriger ses forces, une fois de plus, vers les riches terres du sud. Le roi anglais Aethelred II, connu sous le nom d'Indécis, répondit à cette menace par l'indécision et le tribut. À partir de 991, il paya de grosses sommes de danegeld, l'impôt pour acheter la paix aux Vikings, affaiblissant l'économie et encourageant de nouvelles invasions. Les côtes furent pillées, les villes incendiées, et la peur s'installa parmi la population. Dans une tentative désespérée d'éliminer la menace intérieure, Aethelred ordonna, en 1002, le massacre de tous les Danois établis sur le territoire anglais. Cette action, connue sous le nom de massacre de la Saint-Brizio, a déclenché des représailles brutales. Sven Forkbeard, roi du Danemark, saisit l'occasion pour lancer l'invasion totale de l'Angleterre. Pendant des années, il mena des campagnes systématiques, conquérant des villes et exigeant des serments d'allégeance. En 1013, Sven est reconnu comme roi d'Angleterre. La domination anglo-saxonne semblait être terminée. Cependant, Sven meurt l'année suivante. Son fils, le jeune prince Canute, hérita d'une entreprise inachevée, non seulement conquérir l'Angleterre, mais aussi la soumettre et la gouverner dans le cadre d'un empire du Nord. En 1015, Canute débarque à nouveau en Angleterre avec une grande armée. La résistance anglo-saxonne, menée par le fils d'Aethelred, Edmund Ironside, était féroce. Les deux camps se livrèrent à une série de batailles tout au long de l'année 1016. Le match final a eu lieu à Assendun. Les troupes anglaises furent battues et Edmond accepta de diviser le royaume. Canute régnerait sur le nord et l'est. Edmond garderait le Wessex. Quelques semaines plus tard, Edmundo meurt. Canute s'est proclamé roi de toute l'Angleterre. Ce qui a suivi n'était pas le pillage traditionnel d'un conquérant viking, mais la construction délibérée d'un royaume chrétien centralisé. Canute, bien qu'héritier d'une tradition païenne, adopta le christianisme comme religion officielle de son gouvernement. Il maintenait les lois anglo-saxonnes, respectait les structures ecclésiastiques et ne se présentait pas comme un envahisseur étranger, mais comme un souverain légitime choisi par Dieu pour gouverner tous les Anglais.
Il confirma les propriétés de l'Église, garantit la sécurité des monastères et établit des relations diplomatiques avec le pape et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Le gouvernement de Canute était basé sur un équilibre entre la tradition anglo-saxonne et la puissance scandinave. Il organisa le royaume en provinces appelées comtés, gouvernés par des jarls ou des comtes qui lui étaient fidèles. Il promulgua des lois protégeant les paysans, réglementant le commerce et punissant le banditisme. Un système fiscal régulier a été établi pour entretenir l'armée et la flotte. La monnaie anglaise fut normalisée et commença à circuler sur l'ensemble du territoire. La paix est revenue sur l'île après des décennies de guerre. Mais Canute n'était pas seulement roi d'Angleterre. En 1018, il hérite de la couronne du Danemark. En 1028, il conquiert la Norvège, étendant sa domination sur l'Atlantique Nord. L'île d'Angleterre est devenue le centre administratif et économique d'un empire scandinave connu sous le nom d'Empire de la mer du Nord. Depuis Winchester, Canute régnait sur de vastes territoires reliés par des routes maritimes contrôlées par des flottes vikings. Les chroniques le décrivent, voyageant entre ces royaumes accompagné de conseillers anglais et danois, établissant un nouveau modèle de royauté qui combinait la force militaire et l'autorité chrétienne. Son règne est également marqué par des actes symboliques. Il visita Rome en pèlerin, se présentant non pas comme un guerrier, mais comme un roi pieux. Il se déclara protecteur des monastères anglais et parraina la construction d'églises. Ce comportement surprit ses contemporains et fut interprété comme un signe du jugement de Dieu sur l'Angleterre. Un conquérant païen était devenu un défenseur de la foi, gouvernant avec justice et ordre. Malgré son pouvoir, Canute ne parvint pas à consolider une dynastie durable. À sa mort en 1035, l'Empire se fragmenta entre ses fils. Les tensions entre les Danois et les Britanniques refont surface. La noblesse anglo-saxonne, dirigée par la maison de Wessex, manœuvra pour restaurer une lignée autochtone sur le trône. Enfin, en 1042, Édouard le Confesseur, descendant d'Alfred le Grand, est couronné roi d'Angleterre. La domination danoise était terminée, mais son héritage a survécu dans les structures administratives, les lois maritimes et la mémoire collective. Le règne de Canute a marqué un tournant. L'Angleterre n'était plus une série de royaumes concurrents. Pour la première fois, l'île entière avait été gouvernée par une seule couronne au pouvoir incontesté. Bien que cette puissance soit venue du Nord, l'expérience d'un royaume unifié a servi de précédent pour l'émergence définitive de l'Angleterre en tant qu'entité politique. À peine une génération plus tard, cette même unité serait mise à l'épreuve par une nouvelle invasion qui allait changer l'histoire de l'île à jamais. La conquête normande de 1066, Guillaume le Conquérant. Au milieu du XIe siècle, l'Angleterre était un royaume chrétien stable, gouverné par le roi Édouard le Confesseur. Fils d'une princesse normande, Édouard avait passé une grande partie de sa vie en Normandie pendant l'exil danois, adoptant les coutumes et les valeurs de la cour du duché. Son règne, qui commence en 1042, est marqué par la présence de nobles normands à des postes clés et par des tensions croissantes avec la puissante famille anglo-saxonne des Godwinson. Eduardo n'a pas eu d'enfant. Sa succession incertaine devient le tournant qui changera à jamais l'histoire de l'Angleterre. Selon les chroniques normandes, Édouard avait promis le trône d'Angleterre en 1051 à son cousin éloigné Guillaume, duc de Normandie. Ce serment n'avait pas d'équivalence légale dans la tradition anglaise, où la succession devait être confirmée par le Witenagemot, le conseil des nobles anglo-saxons. Cependant, William a interprété la promesse présumée comme un droit sacré. Pour renforcer sa position, il exigea un serment formel du principal noble anglais, Harold Godwinson, comte de Wessex, est l'homme le plus puissant du royaume. En 1064, Harold fait naufrage sur la côte normande et est amené devant Guillaume. Dans des circonstances que les chroniques normandes décrivent comme coercitives, Harold prêta serment sur les reliques saintes de soutenir la succession de Guillaume au trône d'Angleterre. Pour les Normands, ce serment liait Harold sous la peine divine. Édouard le Confesseur meurt le 5 janvier 1066. Le lendemain, le Witenagemot proclama Harold Godwinson roi. Pour les Anglais, Harold était le défenseur naturel du royaume. Pour Guillaume, il était un usurpateur et un parjure. Le duc normand déclara que la couronne lui appartenait par serment, promesse royale et droit divin. Il commença les préparatifs de l'invasion. Il obtint le soutien du pape Alexandre II
qui lui accorda un étendard sacré, légitimant la campagne comme une croisade contre un roi qui avait rompu un serment solennel. Alors que Guillaume rassemblait une flotte en Normandie, un autre prétendant au trône apparut dans le nord. Harald Hardrada, roi de Norvège, revendiquait des droits sur l'Angleterre sur la base d'anciens traités avec les rois danois. Allié à Tostig, le frère exilé d'Harold Godwinson, il débarque en Northumbrie en septembre. Harold marcha rapidement vers le nord et engagea les envahisseurs à la bataille de Stamford Bridge le 25 septembre 1066. Ce fut une victoire écrasante pour les Anglais. Hardrada et Tostig ont été tués dans les combats. La menace norvégienne avait été éliminée, mais la victoire a eu un coup fatal. Le même jour, William débarque sur la rive sud à Pevensey. Harold marcha immédiatement vers le sud, forçant son armée épuisée à parcourir plus de 300 kilomètres en quelques jours. Le 14 octobre, les armées d'Harold et de Guillaume s'affrontèrent près de Hastings. La bataille était une confrontation entre deux mondes militaires. Les Anglo-Saxons se sont battus à pied, formant un mur de boucliers compact sur la colline de Senlac. Les Normands déployèrent une force combinée d'infanterie, d'archers et de cavalerie lourde. Les premières attaques normandes furent repoussées. La cavalerie ne parvint pas à percer la ligne anglaise. Puis, selon les chroniques, Guillaume employa une tactique novatrice, la retraite feinte. Simulant une retraite désordonnée, il attira les Anglais en bas de la colline. Lorsqu'ils brisèrent la formation, les Normands se retournèrent contre eux et les massacrèrent. La bataille a duré des heures. Harold, qui combattait au centre de la ligne anglaise, finit par tomber. La tradition raconte qu'une flèche lui transperça l'œil, laissant l'armée anglaise sans son chef. À la tombée de la nuit, la colline était jonchée de cadavres. L'armée anglaise fut dispersée. William avait gagné. Après la bataille, Guillaume marcha sur Londres. Les villes du sud se sont rapidement soumises. En décembre, le duc est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster, devenant Guillaume Ier, connu dans l'histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant. Avec son sacre, l'Angleterre entre dans une nouvelle ère dominée par la noblesse normande, le système féodal et la réorganisation complète du pouvoir politique et territorial. La construction du pouvoir féodal. Après le couronnement de Guillaume en 1066, l'Angleterre est devenue l'épicentre d'une transformation sociale sans précédent. Il ne s'agissait pas simplement du changement d'un monarque, mais de la reconfiguration complète de la structure du royaume. Guillaume ne se limita pas à remplacer les dirigeants anglo-saxons. Il démantela la base même du système précédent et construisit à sa place un ordre féodal qui plaçait le roi comme le propriétaire suprême de toutes les terres. Chaque château, chaque village, chaque domaine en vint à dépendre directement du monarque, qui récompensait ses fidèles vassaux par des terres en échange d'une obéissance absolue. La première étape fut le remplacement total de la noblesse. Les grands seigneurs anglo-saxons furent dépossédés de leurs terres, qui furent données aux chevaliers normands qui avaient accompagné Guillaume dans la conquête. En moins d'une décennie, plus de 90% des propriétés nobles du royaume étaient entre des mains étrangères. Cette redistribution récompensait non seulement les alliés du roi, mais garantissait que tous les grands propriétaires terriens étaient directement liés à la couronne par des liens de vassalité. Le système féodal normand était basé sur une hiérarchie pyramidale. Au sommet se trouvait le roi, seigneur de tous les domaines. En bas, les barons recevaient de vastes fiefs et prêtèrent serment d'allégeance au monarque par un acte solennel qui consistait à s'agenouiller devant lui et à placer leurs mains entre les siennes. En échange de terres, ils étaient obligés de fournir des troupes, de la cavalerie et des ressources en temps de guerre. Ces barons, à leur tour, donnèrent des portions de terre à des chevaliers inférieurs, établissant ainsi un réseau interconnecté d'obligations personnelles. La terre n'était plus un droit ancestral, mais un privilège accordé par le roi et révocable en cas de manquement au devoir de fidélité. Pour consolider son règne, Guillaume autorisa la construction massive de châteaux. Des forteresses en bois et en pierre ont été érigées dans tout le royaume, beaucoup d'entre elles sur des villes antiques saxons. Ces châteaux n'étaient pas des symboles de prestige, mais des instruments de contrôle militaire et administratif. De ces murs, les routes, les rivières et les villages étaient observés. Le peuple devait prêter serment d'allégeance au seigneur du château, qui exerçait l'autorité judiciaire, fiscale et militaire au nom du roi. Des châteaux tels que la Tour de Londres sont devenus des centres névralgiques du pouvoir normand.
L'étape stratégique suivante était l'enregistrement exhaustif du royaume. En 1085, Guillaume commanda le Domesday Book, un recensement détaillé de tous les domaines, habitants, bétail, champs, moulins et forêts d'Angleterre. Jamais auparavant un exercice aussi méticuleux du contrôle territorial n'avait été tenté. Chaque propriétaire devait déclarer l'origine de sa terre, la quantité qu'il produisait et le tribut qu'il devait. Ce livre, achevé en 1086, permet au roi d'imposer des impôts avec précision et d'éviter les disputes entre ses vassaux. Son nom faisait allusion au jugement dernier. Comme au jour du jugement, rien ne pouvait être caché, et personne ne pouvait faire appel de ce qui était enregistré. Le système féodal impliquait non seulement le contrôle territorial, mais aussi l'établissement d'un nouvel ordre juridique. Les tribunaux seigneuriaux deviennent les centres de la justice locale. Le château était le lieu où les différends étaient réglés, les sentences étaient exécutées et l'ordre était maintenu. Le roi se réservait le droit d'intervenir dans les grandes causes, consolidant une double justice, royale et féodale. Les villages payaient des loyers et des tributs, travaillaient sur les terres du seigneur et étaient obligés de servir dans la milice locale si on le leur demandait. L'économie rurale est réorganisée autour du manoir, unité autosuffisante sous le contrôle du seigneur féodal. Les paysans libres pouvaient posséder des parcelles, mais ils devaient se conformer aux obligations de travail et aux impôts. Les serfs, quant à eux, étaient liés à la terre et ne pouvaient pas la quitter sans permission. La campagne anglaise était peuplée de villages sous la surveillance d'un château, symbolisant la nouvelle réalité. Le pouvoir était armé, fortifié et hiérarchisé. Guillaume assura aussi sa domination par l'intermédiaire de l'Église. Il nomma des évêques normands loyaux et réforma les monastères selon la règle de Cluny. L'Église est devenue une alliée du système féodal, légitimant le pouvoir du roi et fournissant un réseau administratif parallèle. Les évêques, en plus de guider spirituellement le peuple, administraient les terres, percevaient des rentes et convoquaient des synodes au nom du monarque. Le féodalisme normand n'était pas simplement une imposition étrangère, mais une machine sophistiquée pour maintenir le contrôle. Chaque château représentait une pièce sur le plateau royal. Chaque vassal était un maillon de la chaîne de dépendance qui menait au trône. L'Angleterre était pleinement intégrée dans une structure féodale stricte, où le roi était le suzerain des hommes et des terres, et où la loyauté se mesurait en chevaliers, en forteresses et en tribus. En moins de 20 ans, l'ancien royaume anglo-saxon avait complètement disparu sous l'armure de la puissance normande. Le règne d'Henri II est la figure de Thomas Becket. Henri II monta sur le trône d'Angleterre en 1154 avec la ferme intention de restaurer l'autorité royale après le chaos et l'anarchie du règne précédent. Dès le début de son gouvernement, il entreprend de limiter le pouvoir des barons, de renforcer le système judiciaire et d'établir un contrôle rigoureux sur leur territoire. Pour Henri, la loi était l'instrument fondamental du pouvoir royal et elle devait être appliquée au-dessus de toute influence extérieure, y compris celle de l'Église. Son règne marque la naissance du système juridique anglais, avec des cours royales, des juges itinérants et des documents écrits. La justice, qui dépendait auparavant du seigneur local, passa maintenant entre les mains du roi. Pour consolider son autorité sur l'Église, Henri décida de nommer un allié comme archevêque de Cantorbéry, la plus haute autorité spirituelle du royaume. Il choisit Thomas Becket, son chancelier et ami personnel, un homme astucieux et loyal qui avait administré efficacement les affaires de l'État. Henri croyait qu'en occupant la fonction ecclésiastique la plus importante, Becket servirait de pont entre la couronne et l'Église, en veillant à ce que cette dernière reste subordonnée aux intérêts royaux. Cependant, après sa nomination en 1162, Thomas Becket prit une position inattendue. Il renonça au luxe de la cour, embrassa la vie ascétique et déclara que son devoir suprême était envers Dieu et non envers le roi. Sa transformation surprend Henrique. Le roi attendait un allié politique, il obtint un rival spirituel. L'affrontement éclata lorsque Henri tenta de juger des clercs accusés de crimes devant des tribunaux royaux plutôt qu'ecclésiastiques. Becket soutenait que les clercs ne pouvaient être jugés que par l'Église, arguant que la couronne n'avait aucune autorité sur les hommes de Dieu. Henri répondit par les constitutions de Clarendon en 1164, un ensemble de règles qui limitaient la juridiction ecclésiastique et renforçaient les droits royaux. Becket refusa de les accepter.
Accusé de trahison, il s'enfuit en France et reste en exil pendant 6 ans, dénonçant l'ingérence du roi auprès du pape. Pendant ce temps, Henri confisque ses biens et fait pression sur le clergé anglais pour qu'il prête serment d'allégeance à la couronne. Le conflit atteint son paroxysme en 1170. Henri, dans une tentative de réconciliation politique, permit à Becket de retourner en Angleterre. Mais dès son retour, Becket excommunia plusieurs évêques favorables au roi. Henriquet, frustré par la résistance continuelle, aurait prononcé une phrase qui entrerait dans l'histoire. « N'y a-t-il personne pour me libérer de ce prêtre turbulent ?» 4 chevaliers normands interprétèrent ces paroles comme un ordre. Le 29 décembre 1170, les chevaliers entrèrent dans la cathédrale de Cantorbéry. Becket, vêtu de ses habits liturgiques, refusa de fuir ou de se mettre sous protection. Il était entouré au maître-autel. Devant le clergé horrifié, les chevaliers attaquèrent, décapitant l'archevêque à l'intérieur du sanctuaire. Le meurtre choqua la chrétienté. Thomas Becket a été immédiatement vénéré comme un martyr. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage et sa figure un symbole de la résistance du pouvoir spirituel face à l'autorité terrestre. Henri II fut forcé de s'humilier publiquement. En 1174, il apparaît pieds nus à Cantorbéry et se laisse fouetter par les moines en guise de pénitence. Malgré cette défaite morale, son règne se consolide un système judiciaire solide, avec des archives écrites, des procès devant jury et des lois unifiées qui ont jeté les bases du droit anglais. Le conflit avec Becket n'affaiblit pas la couronne, révéla cependant que l'Église resterait un acteur politique puissant pour les siècles à venir, capable de défier même le roi le plus fort d'Angleterre. Les archers anglais, la naissance de l'arme la plus redoutée d'Europe. La puissance militaire de l'Angleterre médiévale ne s'est pas forgée seulement dans les salles de pierre de ses châteaux, mais dans les champs ouverts où les paysans et les villageois, dès l'enfance, ont tiré l'arc long jusqu'à ce qu'ils le maîtrisent comme une extension de leur propre corps. Contrairement à la cavalerie lourde européenne, symbole du prestige féodal, l'arc long anglais est apparu comme une arme du peuple, le produit de lois obligatoires et d'une discipline constante. À partir du XIIIe siècle, les rois ont commencé à dicter des règles qui obligeaient tous les hommes libres à pratiquer le tir à l'arc les dimanches et les jours fériés. Ce n'était pas un passe-temps, mais un devoir national. Alors que d'autres puissances recouraient à des mercenaires, l'Angleterre créait une armée d'archers professionnels entraînés dès l'enfance. L'arc long, généralement fait d'if, mesurait environ 2 mètres et nécessitait une force extraordinaire pour le tirer. Sa corde projetait de longues flèches aux pointes d'acier capables de percer l'armure à plus de 200 mètres. Un archer expérimenté pouvait tirer jusqu'à 10 flèches par minute, saturant le champ de bataille d'une pluie mortelle. L'anatomie des archers a été modifiée par une utilisation continue. Des squelettes ont été trouvés avec des os hyper développés du bras gauche, signe d'une vie dédiée à la maîtrise de cette arme. L'arc long n'était pas seulement un instrument de chasse ou de guerre, mais une culture martiale proprement anglaise. Sa première grande démonstration tactique a eu lieu en 1298 sous le règne d'Édouard Ier, connu sous le nom de « le marteau des Écossais ». Lors de la bataille de Falkirk, les Écossais dirigés par William Wallace s'appuyèrent sur des schiltrons, des formations défensives de piques conçues pour arrêter la cavalerie. Édouard, au lieu d'attaquer directement avec ses chevaliers, plaça les archers gallois et anglais sur les flancs. Lorsque les combats commencent, les flèches tombent en masse sur les Écossais, déstabilisant leur formation et ouvrant des brèches. Pour la première fois, l'arc long a prouvé qu'il pouvait détruire non seulement des troupes légères, mais aussi des unités compactes d'infanterie lourde. À partir de Falkirk, l'arc long est devenu l'épine dorsale de l'armée anglaise. Les rois ont compris que la maîtrise de cette arme donnait à l'Angleterre un avantage unique sur ses ennemis continentaux. Au cours du XIVe siècle, de nouvelles lois interdisent aux hommes de pratiquer d'autres sports que le tir à l'arc, afin de s'assurer que chaque paysan puisse être mobilisé comme archer lorsque le royaume aura besoin de lui. Les moines ont enregistré le nombre de tiges de bois importées pour fabriquer des arcs et des flèches. Se préparer à la guerre. C'était une obligation civile, presque un sacrement national. L'arc long a non seulement transformé la structure de l'armée, mais aussi la mentalité anglaise. Il a permis à des hommes d'origine modeste, sans chevaux ni titres, de devenir le facteur décisif sur le champ de bataille.
Les chevaliers français, entraînés dans l'art du combat au corps à corps, méprisèrent les archers. Mais ce mépris s'avérera fatal. Au cours des décennies suivantes, l'arc long passera du statut d'instrument défensif à celui d'arme de conquête. Avec lui, les Anglais vaincraient des armées numériquement supérieures, inaugurant une nouvelle ère dans la guerre médiévale. Là où autrefois dominait l'acier des chevaliers, maintenant la vitesse, la discipline et la précision mortelle de la corde tendue par le paysan anglais règnent. La Magna Carta de 1215, la naissance de la liberté anglaise. Au début du XIIIe siècle, le gouvernement de l'Angleterre est marqué par des tensions croissantes entre la couronne et la noblesse. Le roi Jean, connu sous le nom de Jean le Santerre, avait hérité d'un royaume troublé et appauvri, et ses tentatives de regagner les territoires perdus en France l'ont amené à imposer des impôts de plus en plus élevés aux barons et au clergé. La vraie justice est devenue un instrument de punition et d'extorsion. Les confiscations arbitraires de terres se multiplient et les châteaux de la noblesse sont occupés par des forces loyales au roi. Le pouvoir royal, absolu et débridé, commence à provoquer un mécontentement généralisé parmi ceux qui étaient traditionnellement des piliers du royaume. Le conflit atteint son apogée en 1215. Les barons les plus puissants du pays, dirigés par Robert Fitzwalter, se rebellèrent ouvertement et formèrent une alliance armée connue sous le nom d'Armée de Dieu. Son but n'est plus simplement de contenir les abus, mais d'imposer des limites concrètes à l'autorité monarchique. Ils ne cherchaient pas à détrôner le roi, mais à le soumettre à la loi. Réunis dans la vallée de Runnymede sur les rives de la Tamise, ils exigeaient que Jean signe un document codifiant par écrit les droits traditionnels des nobles et établissant des restrictions permanentes au pouvoir royal. Le 15 juin 1215, encerclé par les armées des barons, Jean est contraint d'apposer son sceau sur la Magna Carta. Il ne s'agissait pas d'un acte volontaire ou cérémoniel, mais d'un accord imposé par la force. La charte était composée de 63 clauses, dont beaucoup découlaient des coutumes anglo-saxonnes et normandes qui avaient régi la vie féodale pendant des siècles, mais qui jusqu'à ce moment-là n'avaient jamais été officiellement garanties contre la volonté du roi. Parmi les dispositions les plus importantes figurait le principe selon lequel aucun homme libre ne pouvait être arrêté, emprisonné ou dépossédé de ses biens sans un procès légal par ses pairs. Pour la première fois, le roi est déclaré soumis à la loi. La capacité d'imposer des impôts sans le consentement du Conseil des nobles était limitée. Les confiscations arbitraires étaient interdites et les droits d'héritage et de propriété étaient protégés. La justice était régie par des normes écrites, pas par un caprice monarchique. L'une des clauses les plus importantes stipulait qu'il y avait un conseil de 25 barons ayant le pouvoir de veiller au respect de la charte et que, si le roi la violait, ils avaient le droit légal de prendre les armes contre lui. Ce principe a introduit, de manière formelle, l'idée que l'obéissance au roi n'était pas absolue, mais conditionnée à son respect de la loi. La monarchie cessa d'être une force incontestable et devint une institution réglée par des règles convenues avec ses sujets les plus puissants. La guerre de 100 ans et Jeanne d'Arc. Le conflit connu sous le nom de guerre de 100 ans n'était pas une guerre unique et continue, mais une succession de campagnes, de trêves, d'alliances rompues et d'aspirations renouvelées à la conquête qui durèrent de 1337 à 1453. Pendant plus d'un siècle, l'Angleterre et la France se sont disputées non seulement des territoires, mais aussi le droit à la couronne française, le contrôle du commerce international et la suprématie militaire en Europe occidentale. Cette guerre a complètement transformé la politique médiévale, introduit de nouvelles tactiques, redéfini l'importance du simple soldat et a marqué le déclin ultime du système féodal basé sur la cavalerie lourde. L'Angleterre, d'abord victorieuse, voit l'ascension d'une figure inattendue qui va changer le cours du conflit, Jeanne d'Arc. L'origine du conflit a été trouvée dans un vide de succession. En 1328, le roi Charles IV de France meurt sans laisser d'héritier mâle. La loi salique empêchait une femme d'hériter de la couronne, mais elle empêchait également la transmission des droits par la lignée féminine. Édouard III d'Angleterre, petit-fils de Philippe IV de France et de sa mère, Élisabeth, revendiqua le trône de France, arguant que son ascendance lui donnait ce droit légitime. La noblesse française rejeta sa revendication et élit Philippe VI de la branche des Valois.
Le conflit dynastique a été le déclencheur politique, mais derrière lui se cachaient des intérêts économiques. La France contrôlait la Flandre, un centre textile et le principal acheteur de laine anglaise. Contrôler le trône de France signifiait contrôler le commerce européen. En 1337, Édouard III déclara la guerre à la France et lança la première phase du conflit. Les premières campagnes furent caractérisées par l'utilisation massive de l'arc long anglais, qui avait déjà prouvé son efficacité à Falkirk et dans d'autres batailles intérieures. La première grande victoire eut lieu en 1346, à la bataille de Crécy. L'armée française, composée de chevaliers lourdement armés, chargea à plusieurs reprises les lignes anglaises, où des milliers d'archers tirèrent une grêle constante de flèches, perçant les armures et renversant les chevaux. La cavalerie, symbole du prestige féodal, fut anéantie par des paysans armés d'arcs. Cet engagement a marqué le début du déclin de la chevalerie en tant que centre de la guerre médiévale. Après Crécy, les Anglais assiégèrent Calais, qui tomba en 1347. Cette ville stratégique permettrait à l'Angleterre de conserver un point d'entrée permanent sur le continent. Pendant ce temps, le prince noir, fils d'Édouard III, remporta une autre victoire cruciale à Poitiers en 1356. Là, le roi de France Jean II a été capturé et la noblesse française a été décapitée. Le traité de Brétigny, signé en 1360, accorde de vastes territoires à l'Angleterre, y compris l'Aquitaine, faisant d'Édouard III le seigneur le plus puissant d'Europe occidentale. Cependant, la guerre n'a pas pris fin. La France réorganise son armée et commence à récupérer des territoires au cours de la deuxième phase du conflit. Le roi Charles V évita les confrontations directes et opta pour une guerre d'usure, récupérant des forteresses par des négociations et des attaques occasionnelles. L'Angleterre était confrontée à des problèmes économiques et politiques aggravés par la peste noire. La situation changea à nouveau avec l'accession au trône d'Henri V en Angleterre en 1413, qui reprit la guerre avec une détermination renouvelée. En 1415, Henri V lança une nouvelle invasion de la France. Malgré sa petite armée, il a remporté l'une des victoires les plus mémorables de l'histoire militaire à la bataille d'Azincourt. Le terrain boueux, l'étroitesse du terrain et la discipline anglaise à l'arc long ont été déterminants. Les vagues de cavalerie française étaient prises au piège dans la boue, attaquées sans relâche par les archers anglais. Des milliers de nobles français ont été tués ou capturés. La victoire a fait d'Henri V une figure légendaire et a renforcé l'idée que l'Angleterre était destinée à gouverner la France. Le succès d'Azincourt fut suivi par la conquête de la Normandie. En 1420, le traité de Troyes déclare Henri V héritier légitime de la couronne de France à la mort de Charles VI. Le fils de ce dernier, le dauphin Charles, fut déclaré illégitime. Henri V épousa Catherine de Valois, fille du roi de France. Il semblait que le rêve d'Édouard III était sur le point de se réaliser. Un roi anglais s'assiérait sur le trône de France. Mais le destin a soudainement changé. Henri V mourut en 1422, laissant comme héritier un enfant de seulement 9 mois, Henri VI. Charles VI meurt peu de temps après, et le royaume est divisé entre deux puissances. Le gouvernement anglais contrôle Paris et la Normandie, tandis que le dauphin Charles, sans ressources ni prestige, résiste dans le sud. C'est à cette époque de crise profonde pour la France qu'un personnage inattendu émerge. Une jeune paysanne de la région de Domrémy nommée Jeanne d'Arc. Il a dit qu'il avait entendu des voix divines lui ordonnant de sauver la France et de couronner le dauphin comme roi légitime. En 1429, Jeanne convainc le dauphin et est envoyée libérer la ville assiégée d'Orléans. Sa présence a transformé l'esprit des soldats français. Avec détermination et tactique, les Français ont réussi à briser le siège. La victoire a renversé le cours de la guerre. Jeanne conduisit le dauphin à Reims, où il fut couronné Charles VII lors d'une cérémonie symbolique qui restaura la légitimité monarchique française. Les Anglais ont tenté de s'en emparer afin de détruire le symbole qu'il représentait. En 1430, elle est capturée par les Bourguignons et remise aux Anglais. Jeanne fut jugée pour hérésie et condamnée à mourir sur le bûcher. Son exécution en 1431 n'arrêta pas la Renaissance française. Au contraire, cela a fait d'elle une martyre et a renforcé le moral national. La France commença à récupérer des territoires par le biais d'une armée réorganisée financée par une nouvelle fiscalité centralisée.
La reconquête culmine en 1453 avec la bataille de Castillon, où l'artillerie française détruit la dernière armée anglaise sur le continent. L'Angleterre n'a conservé que Calais. Le conflit, qui avait commencé comme une querelle dynastique, s'est terminé avec la consolidation de l'État français sous une monarchie centralisée et naissance d'une identité nationale. Pour l'Angleterre, la guerre marque la fin de ses aspirations continentales et le début d'un repli qui va transformer son regard vers la mer. Pendant plus de 100 ans, l'arc long, la chevalerie, les alliances et le destin des rois et des paysans se sont entremêlés dans le plus long conflit du Moyen-Âge, et une jeune paysanne, guidée par sa foi, a été l'instrument qui a changé le cours de l'histoire européenne. La guerre des Deux Roses et la fin du Moyen-Âge. Au milieu du XVe siècle, l'Angleterre émergeait affaiblie après plus de 100 ans de guerre en France. La défaite finale de 1453 avait coûté des vies, des fortunes et du prestige. Le roi Henri VI, qui appartenait à la maison de Lancastre, était un monarque faible, sujet à des accès de folie et manipulé par les factions belligérantes au sein de la cour. L'autorité de la monarchie, déjà érodée par les échecs militaires et les charges fiscales, s'effondra devant l'ambition de la noblesse. Dans ce scénario de chaos politique, deux maisons royales ont émergé qui revendiquaient une légitimité dynastique. Les Lancastriens, représentés par Henri VI lui-même, et les York, dirigés par Richard Plantagenet, duc d'York. De leur rivalité naîtra un conflit sanglant qui divisera l'Angleterre pendant 3 décennies. La guerre des Roses. Le nom du conflit vient des emblèmes des deux maisons, la rose rouge de Lancastre et la rose blanche d'York. Mais au-delà des symboles, la guerre représentait la lutte pour le trône entre deux lignées descendant d'Édouard le Grand. En 1453, la crise s'est exacerbée lorsque le roi Henri VI a souffert d'une dépression nerveuse qui l'a laissé inapte. Au cours de cette période, Richard d'York est nommé protecteur du royaume. La reine Marguerite d'Anjou, épouse du roi et membre de la noblesse française, devient sa plus féroce rivale, déterminée à garder le trône pour son fils, le prince Édouard. La première grande bataille eut lieu à Saint-Alban en 1455. Les forces d'York vainquirent les partisans de Lancastre, marquant le début d'une guerre ouverte. Bien qu'Henri VI ait été capturé, il n'a pas été déposé. Au cours des années suivantes, le conflit s'intensifie à travers une série de brèves campagnes où les alliances changent constamment et où des armées se forment rapidement avec le soutien des nobles locaux. Contrairement aux guerres précédentes, il ne s'agissait pas d'un combat contre un ennemi étranger, mais d'une guerre civile où des familles entières étaient divisées par la loyauté envers une maison ou une autre. En 1460, Richard d'York revendique officiellement la couronne. Le Parlement reconnut la légitimité de sa lignée, mais accepta qu'Henri VI conserve le trône jusqu'à sa mort, après quoi Richard en hériterait. La reine Marguerite n'accepta pas cet accord. Il rassembla une armée et engagea Richard à la bataille de Wakefield. Richard a été tué au combat et sa tête a été exposée sur les murs d'York avec une couronne en papier, en signe de moquerie. Cependant, sa cause ne s'est pas arrêtée là. Son fils, Édouard, comte de Marche, prit la direction des Yorkistes et fit preuve d'une formidable capacité militaire. En 1461, Édouard vainquit définitivement les Lancastriens lors de la bataille de Towton, la plus sanglante de la guerre, avec des milliers de morts en une seule journée. Après la victoire, il a été couronné roi Édouard IV. À seulement 19 ans, Édouard consolide le pouvoir yorkiste et semble mettre fin à la guerre. Henri VI fut capturé et emprisonné à la Tour de Londres. Cependant, la paix a été de courte durée. Les nobles alliances se fragmentèrent rapidement. Le comte de Warwick, connu sous le nom de « faiseur de roi » pour son rôle décisif dans le couronnement d'Édouard, se retourna contre lui lorsque le roi prit des décisions sans son consentement. Warwick changea de camp, libéra Henri VI et restaura brièvement la domination lancastrienne. Mais Édouard IV revint au pouvoir après avoir vaincu Warwick à la bataille de Barnet en 1471. La même année, la reine Marguerite rassembla une armée au nom de son fils. La bataille décisive eut lieu à Tewkesbury. Les forces yorkistes vainquirent les Lancastriens et le prince Édouard fut tué au combat. Avec lui disparut la ligne directe de la succession des Lancastres. Henri VI a été assassiné dans la Tour peu de temps après. Édouard IV est devenu le monarque incontesté.
Au cours des années suivantes, l'Angleterre connut une relative stabilité sous le règne d'Édouard IV. Cependant, à sa mort en 1483, le conflit refait surface. Son fils, Édouard V, à peine âgé de 12 ans, est déclaré roi. Son oncle, le duc de Gloucester, est nommé protecteur. Peu de temps après, il accusa ses neveux d'illégitimité, les déclara inaptes au trône et assuma lui-même la couronne sous le nom de Richard III. Les jeunes héritiers furent enfermés dans la tour de Londres et disparurent mystérieusement. Bien qu'il n'y ait pas de documents officiels, on pense qu'ils ont été tués sur ordre de Richard, devenant les princes de la tour, un symbole de la fin de l'innocence dynastique. Le règne de Richard III fut marqué par la méfiance et le ressentiment de la part des anciens alliés yorkistes. Pendant ce temps, la faction lancastrienne survivante se réorganisa autour d'un noble exilé en France, Henri Tudor, un descendant illégitime de la maison de Lancastre. Avec le soutien de nobles mécontents et de financements étrangers, Henri envahit l'Angleterre en 1485. Richard est venu à sa rencontre à la bataille de Bosworth Field. L'affrontement a été bref mais décisif. Richard a personnellement combattu au combat, tentant de tuer Henry et de mettre fin à la guerre d'un seul coup. Il a été encerclé et tué sur le champ de bataille. Son corps, couvert de blessures, a été retrouvé dans la boue. Il avait été le dernier roi anglais à mourir au combat. La victoire d'Henri Tudor mit fin à la guerre des Deux Roses. Il fut couronné Henri VII, fondateur de la dynastie Tudor. Pour sceller la réconciliation, il épousa Élisabeth d'York, unissant symboliquement les deux roses en une seule. La rose Tudor, blanche et rouge entrelacée. Avec l'accession au trône d'Henri VII, l'Angleterre féodale marquée par les guerres civiles a cédé la place à un nouvel ordre centralisé, où l'autorité royale a été renforcée et la transition vers l'État moderne a commencé. La fin de la guerre des Deux Roses n'a pas seulement marqué la fin d'un conflit dynastique, mais aussi la fin définitive du Moyen Âge en Angleterre, le chemin vers la consolidation d'une monarchie nationale forte et l'émergence d'une nouvelle ère.